Oui, bien bonjour à tous. Effectivement, je vais m'occuper en particulier des aspects fiscaux pour les entreprises propriétaires qui réalisent des travaux. Je vais essayer d'être aussi passionnant qu'Élise et Michel. Et je vous propose en fait d'aborder ce sujet sous trois axes que sont j'essaie de faire tourner mes slides. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, que sont les taxes, les principales taxes immobilières. On abordera également les sujets en matière de TVA et de droits d'enregistrement, et on fera un petit point sur l'impôt sur les sociétés. Alors, en matière de taxes immobilières, je vous propose de commencer par des commentaires en matière de taxes foncières. Comme vous le savez, la taxe foncière, c'est un impôt dont est redevable annuellement le propriétaire d'un immeuble, bâti ou non bâti. Elle est assise sur une valeur locative cadastrale qui dépend évidemment du caractère bâti ou non bâti de l'immeuble. C'est une appréciation qui se fait en fait au 1er janvier de l'année, et donc le caractère bâti ou non bâti de l'immeuble doit s'apprécier à ce moment-là. En matière de reconstruction ou d'addition de construction autre que celle de l'habitation, il est prévu expressément une exonération de taxes foncières à hauteur de 40% de la base imposable sur les 2 années en fait qui vont suivre l'achèvement des travaux. Mais pendant la phase de travaux, finalement, la question se pose de savoir si on ne pourrait pas obtenir un dégrèvement en fait de taxes foncières si on arrivait à passer d'une qualification d'immeuble bâti en immeuble non bâti. Alors, en l'absence d'éclairage par le législateur, effectivement, il est revenu à la jurisprudence de préciser les critères d'appréciation, et ça a été notamment fait par un arrêt de principe du 16 février 2015, où effectivement les juges du Conseil d'État ont pu dire qu'un immeuble serait qualifié, serait assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'il fait l'objet de travaux qui affectent son gros œuvre d'une manière telle qu'il est rendu impropre à toute utilisation. Et le rapporteur public précise que tel ne serait en revanche pas le cas dans le cas d'une réhabilitation totale, mais qui conserverait ses murs extérieurs, son toit et au moins une partie de ses niveaux, puisqu'il conserverait finalement une utilisation théorique. Donc, on voit que les critères d'appréciation sont assez stricts. Ils ont d'ailleurs été réitérés à plusieurs occasions par le Conseil d'État en 2021, où là aussi, on était en face d'un bâtiment qui faisait l'objet d'une démolition totale intérieure et de désamiantage, mais pour autant, la démolition n'affectait pas le gros œuvre d'une manière telle que l'immeuble était impropre à toute utilisation. De la même façon, en 2020, une entreprise avait argué du fait qu'il y avait une absence totale de raccordement au réseau d'assainissement, défaillance des systèmes électriques, de protection, présence d'amiante. Là aussi, il a été considéré que les travaux n'avaient pas atteint le gros œuvre, rendant toute utilisation impossible de l'immeuble. La difficulté, en fait, en matière de taxes foncières, c'est qu'on voit que le critère, c'est un peu touché aux gros œuvres, mais il n'y a pas de définition juridique du gros œuvre. Et il n'y a pas non plus de définition de l'ampleur, en fait, de la proportion du gros œuvre qui doit être atteint pour permettre une déclassification de bâti en non bâti. Donc, la jurisprudence va certainement préciser les contours pour considérer qu'on peut passer d'une propriété bâtie à une propriété non bâtie pendant la phase de travaux. Une autre taxe qui, elle aussi, alors elle concerne vraiment la construction. Hein, c'est une taxe qui est due qu'une seule fois au moment de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement. Alors c'est une taxe qui est limitée dans son champ d'application parce qu'elle ne concerne que les bureaux, les locaux commerciaux ou les entrepôts qui se situent en Île-de-France.
mais c'est une taxe qui est très importante parce qu'en fait, elle est extrêmement onéreuse. Vous voyez que son taux établi par mètre carré dépend non seulement de la destination du bien, bureaux, locaux commerciaux, entrepôts, mais également de la localisation du bien. Et par exemple, au centre de Paris, des bureaux, le tarif, c'est quand même 420 € du mètre carré. Alors, ici, le Code de l'urbanisme est venu préciser qu'en matière de reconstruction, en fait, il pouvait y avoir une exonération de taxes de création de bureaux. En fait, le principe, c'est que l'opération n'est assujettie à la TCB, la taxe de création pour les bureaux, qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation. On appelle ça les droits acquis. Et un décret en 2017 est venu en fait préciser comment on pouvait constituer les droits acquis. On nous dit que sont déduits en fait de la taxe chaque catégorie de local, donc les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local qui était passible de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation. Donc, en fait, on a deux critères importants. C'est qu'il faut que la surface en question avant reconstruction ait été passible de la taxe, et il faut également une identité de destination avant et après la réalisation des travaux. Alors, cette notion de passible de la taxe, finalement, on peut se dire qu'on peut avoir plusieurs approches. Qu'est-ce que veut dire des surfaces passibles de la taxe? Une approche littérale consisterait à dire que finalement, toutes les surfaces qui, avant la construction, étaient dans le champ d'application de la taxe vont être considérées comme passibles et donc vont pouvoir éventuellement constituer des droits acquis. On pourra avoir une approche plus restrictive qui consisterait à dire finalement que ce sont les surfaces qui ont effectivement donné lieu au paiement de la taxe qui seraient les surfaces susceptibles de créer des droits acquis. Avec cependant la particularité effectivement des constructions édifiées avant la création de l'instauration de cette taxe qui s'appelait avant la redevance pour création de bureaux, c'était en 1960. Là, on a la certitude qu'effectivement, les bureaux qui ont été édifiés avant 1960 et qui seraient reconstruits aujourd'hui pourraient bénéficier des droits acquis. Et par ailleurs, cette approche restrictive, on a eu, au gré des dossiers, au gré des discussions qu'on a pu avoir avec l'ADRIA, qui est en charge en fait de l'établissement de cette taxe, on a l'impression que ce n'est pas une condition que de devoir prouver que la taxe a été effectivement payée pour pouvoir constituer l'assiette des droits acquis. On peut également avoir une approche prescriptive, c'est que finalement, en matière de changement de destination, qui est là aussi le changement de destination est un fait générateur de paiement de cette taxe sur les bureaux, le changement, l'action en fait de l'administration se prescrit par 6 années. Donc, si vous êtes capable de démontrer que le changement de destination a été effectué il y a plus de 6 ans, eh bien, vous êtes en quelque sorte, vous seriez capable de démontrer que la taxe, que les surfaces étaient effectivement passibles, même si elles n'ont pas donné lieu au paiement effectif de la taxe, et pourraient donc constituer une assiette pour constituer les droits acquis. Les approches, l'approche littérale et l'approche prescriptive sont évidemment pas exclusives l'une de l'autre. Donc, on peut bâtir un dossier. Nous, on conseille en fait en pratique à nos clients effectivement de faire établir par un géomètre expert, de faire établir clairement avant la réalisation des travaux, non seulement la surface, enfin le métrage des différentes surfaces, la destination qu'on leur a donnée, et puis, bien entendu, on peut constituer un dossier en prouvant par les baux, par tous les actes qu'on peut trouver, quelle était l'utilisation qu'on avait donnée à ces surfaces au cours des 6 dernières années pour essayer de sécuriser l'assiette sur laquelle on va
asseoir nos droits acquis. Et bien entendu, il faudra faire attention à bien remplir en fait le document d'urbanisme qui fait partie des documents à renseigner à l'occasion de la demande d'un permis de construire. Il y a un formulaire spécifique pour asseoir l'assiette en matière de TCB. Il est évidemment très important de correctement remplir ce document pour recevoir le montant de la taxe escomptée. Voilà, ça c'était pour la taxe sur les bureaux. Je vous propose quelques mots sur la taxe d'aménagement qui, elle aussi, est une taxe qui s'applique aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme au moment de la construction, de la reconstruction, de l'agrandissement. Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager ou par le responsable d'une construction irrégulière. La base d'imposition de la taxe d'aménagement, elle est constituée en fait par la surface taxable à laquelle on applique une valeur forfaitaire par mètre carré et après on applique un taux. Il y a un taux communal, départemental et régional et ça nous donne le montant de la taxe d'aménagement. Mais là aussi, en matière de reconstruction, finalement, on se demande si les surfaces qui sont démolies et reconstruites, est-ce que ces surfaces-là donnent-elles lieu à un nouvel établissement de la taxe d'aménagement? Alors ici, on a des précisions qui nous viennent d'une circulaire et de la jurisprudence également, qui nous disent qu'en matière de taxe d'aménagement, les travaux de reconstruction s'entendent de la reconstruction totale ou partielle d'un bâtiment, suite à une démolition ou une destruction. Il y a des abattements et des exonérations spécifiques d'ailleurs qui s'appliquent dans ce cas-là, mais également les travaux qui ont pour effet d'apporter une modification importante aux grosses œuvres, des locaux existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Il faut bien distinguer en fait dans ces travaux les travaux qui certes touchent, qui affectent le gros œuvre, mais sans générer de création de nouvelles surfaces de plancher. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'assujettissement, il n'y a pas d'établissement d'une nouvelle taxe d'aménagement. De ceux où, au contraire, la reconstruction va s'accompagner de création nouvelles de surfaces de plancher, où là, effectivement, les nouvelles surfaces seront taxées à cette taxe d'aménagement. Et dans ce contexte, en fait, et à l'inverse de ce qu'on a vu pour la taxe de création de bureaux, les surfaces, en fait, qui sont détruites et qui sont reconstruites, ces surfaces-là sont prises en compte pour l'établissement de la taxe. En fait, la taxe est assise sur la totalité des surfaces nouvellement construites. Alors, on a quand même l'espoir parce qu'en fait, en matière de TLE, qui est la taxe locale d'équipement, qui est en fait l'ancêtre de la taxe d'aménagement, on a eu 2 décisions du Conseil d'État, rendues donc sous l'empire de la TLE, qui sont venues préciser qu'en fait, la TLE ne devait être, en matière de reconstruction, n'était due que sur les surfaces nettes supplémentaires qui ont été réalisées à la suite de la reconstruction. Donc, on a l'espoir que ces décisions pourraient être également applicables en matière de taxe d'aménagement afin de ne taxer finalement que l'augmentation nette de surface de plancher créée. Voilà pour les taxes, les principales taxes immobilières. Je vous propose maintenant de parler un peu de TVA en matière de travaux ainsi que de droits d'enregistrement. En matière de TVA, sur le taux, finalement, alors il y a les locaux d'habitation, effectivement, qui peuvent faire l'objet d'un taux de TVA différent, puisqu'on a un taux de 10% de TVA pour les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, à partir du moment où, effectivement, ces travaux ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf. On va y revenir tout de suite. Il y a un deuxième taux très favorable qui est de 5,5, qui est pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique. Et en dehors de ces travaux-là, finalement, on revient au taux de TVA de droit commun de 20%. De même que pour les locaux qui ne sont pas des locaux d'habitation, généralement, le taux de TVA applicable aux travaux
et de 20%. Alors, on va faire un focus sur les travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf, parce que vous allez voir, ça a des incidences multiples, notamment en matière de TVA et en matière de droit d'enregistrement. Alors, avant, c'était des critères jurisprudentiels. Finalement, les critères ont été posés par le législateur. Donc, vous retrouverez les critères qui permettent de considérer quand est-ce que des travaux aboutissent à la production d'un immeuble neuf à l'article 257 du Code général des impôts, et vous trouverez également des précisions à l'article 245A de l'annexe 2 du Code général des impôts. Donc, en fait, les travaux qui vont être qualifiés de productifs d'un immeuble neuf sont les travaux qui vont rendre à l'état neuf soit 50% des fondations, soit 50% des éléments hors fondation, mais qui déterminent la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, les murs porteurs par exemple, ou les planchers porteurs, soit 50% de la consistance de la façade, à l'exclusion bien sûr des travaux de ravalement. Donc là, ce sont des critères qui sont alternatifs et qui touchent des éléments de grosses œuvres qu'on doit remettre à l'état neuf à hauteur de 50%. C'est alternatif, c'est l'un ou l'autre. Et on a également le caractère du second œuvre, où là, il va falloir remplir non pas 50%, mais 2/3 de chacun des éléments de second œuvre. Donc là, c'est cumulatif. Il faut effectivement que les 6 éléments de seconde œuvre soient remis à l'état neuf à hauteur de 2/3. Alors, il s'agit des planchers non porteurs, il s'agit des huisseries extérieures, des cloisons intérieures, des installations sanitaires et de plomberie, des installations électriques, et pour les opérations réalisées en métropole, il s'agit du système de chauffage. Alors, en fait, là, je vous renvoie utilement à la doctrine administrative, au BOFIP, dont vous trouverez les références, qui est venue de façon extrêmement précise définir quels étaient les éléments qui constituaient non seulement le gros œuvre, on a vu les fondations, on a vu les éléments qui, hors fondation, déterminent la résistance et la rigidité, on a vu la façade, mais la doctrine précise également tous les éléments à prendre en compte pour les critères du second œuvre. La doctrine précise également les clés, les ratios qu'il convient d'utiliser pour savoir si on remplit soit 50% pour le gros œuvre, soit 2/3 pour le second œuvre. Ça peut être, donc c'est le critère physique objectif le plus approprié, hein. Ça peut être l'utilisation des surfaces, du linéaire, du volume ou encore du coût des travaux, des éléments remplacés. Et on peut choisir finalement, en fonction des différents éléments de seconde œuvre, la clé, le critère le plus objectif pour savoir si un élément est remis à l'état neuf et utiliser des critères différents d'un critère à l'autre. On a également une précision importante, c'est que finalement, si vous faites des travaux sur un ensemble de bâtiments, l'appréciation de ces critères de 2/3 ou de 50% va se faire normalement immeuble par immeuble. Sauf si les immeubles forment en fait ensemble ce qu'on appelle un ensemble immobilier. Et pour ce faire, il faut que les immeubles soient reliés entre eux, qu'ils communiquent en fait de façon verticale et horizontale, et que par ailleurs, ils partagent, ils disposent des mêmes issues sur la voie publique. Si tel est le cas, l'appréciation va devoir se faire sur l'intégralité de l'ensemble immobilier. Donc, très concrètement, si vous avez 2 bâtiments qui sont reliés l'un et l'autre et que les travaux ne portent que sur un seul bâtiment, les critères vont devoir, les ratios vont devoir s'apprécier sur l'ensemble des 2 immeubles, ce qui fera que les critères seront évidemment beaucoup plus difficiles à respecter si vous appréciez non pas sur le seul immeuble que vous reconstruisez, mais sur les 2 immeubles qui forment l'ensemble immobilier. Alors tout ceci
a effectivement une incidence extrêmement importante parce qu'en matière de TVA, un immeuble qui a été rendu à son état neuf est considéré comme neuf, donc, et si il est vendu dans les 5 années de l'achèvement de ses travaux, il est obligatoirement assujetti à la TVA à l'occasion de sa vente dans les 5 ans de l'achèvement des travaux. Et corrélativement, le droit d'enregistrement dû par l'acquéreur va être limité à la taxe de publicité foncière de 0,715%. Je vous rappelle que si l'immeuble n'est pas neuf, le droit d'enregistrement est de 5,80%, hein, voire 6,40 à Paris pour certains immeubles. Donc, effectivement, la différence entre la TPF à 0,715 et le droit d'enregistrement classique à 5,80 est importante. Et donc, les acquéreurs veulent avoir la certitude qu'effectivement, l'immeuble qu'on leur vend est légitimement classé d'immeuble neuf. D'où la pratique qui s'est instaurée d'une pratique de rescrit, en fait, où on va solliciter la confirmation auprès de l'administration fiscale que les travaux qu'on a fait ou qu'on envisage de faire vont effectivement produire un immeuble neuf. Et c'est une pratique qui fonctionne assez bien. Les réponses sont dorénavant assez rapides, en tout cas vis-à-vis des centres des impôts qui sont habitués à ce genre de demande. En matière de droit d'enregistrement, là aussi, très, très important parce que si vous achetez un immeuble sur lequel vous comptez faire des travaux importants, et si ces travaux aboutissent à la production d'un immeuble neuf, ça va vous permettre de prendre un engagement de construire et donc de payer, au lieu de payer 5,80, de payer 125 € de droit d'enregistrement si vous prenez un engagement de reconstruire l'immeuble à l'état neuf dans un délai de 4 ans. Les critères sont les mêmes, avec une tolérance cependant en matière de droit d'enregistrement, qui est que si vous achetez un immeuble où il n'y a que des planchers porteurs, finalement, on examinera les ratios sur les éléments de seconde œuvre uniquement sur les 5 autres éléments. Donc, on peut se trouver dans une situation un peu étonnante où vous seriez qualifié d'immeuble neuf en matière de droit d'enregistrement, ce qui sécurise le bénéfice des 125 € de droit d'enregistrement à l'acquisition, mais qui pour autant ne serait pas qualifié de neuf en matière de TVA à l'occasion de sa revente. Voilà, j'en ai presque terminé. Juste un mot sur l'impôt sur les sociétés. D'une façon assez classique, en fait, des travaux sur un immeuble, de deux choses l'une. Soit les travaux vont améliorer, augmenter la valeur de l'immeuble ou augmenter sa durée de vie. Et dans ce cas-là, les travaux doivent nécessairement être incorporés, immobilisés. Soit ce ne sont que des dépenses d'entretien qui, elles, peuvent être effectivement passées en charge immédiatement déductibles. Pour les travaux qui sont immobilisés, finalement, ils seront comptabilisés à l'actif du bilan, ils seront répartis en fonction du composant à laquelle ils appartiennent. Et là, on vous a donné pour mémoire les différents composants qui constituent un immeuble et les durées d'usage qui sont normalement admises pour leur amortissement, ainsi que la quote-part qu'ils doivent représenter compte tenu par rapport à l'intégralité des autres constructions. Voilà, j'en ai terminé. Je vous propose peut-être les questions après l'intervention d'Olivier. Je ne sais pas, Jean-Philippe. Oui, Franck, je pense que c'est mieux. Merci beaucoup pour cet exposé limpide pour le coup, aidé aussi pour la compréhension par les slides très complets que tu as réalisés. Donc un grand merci. Peut-être qu'on peut laisser effectivement la parole à Olivier et on passera aux questions après. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir convié à ce colloque. Je suis très heureux de prendre la suite de Franck Linas pour évoquer de mon côté donc les travaux sur construction existante dans la fiscalité des particuliers. On a choisi ce découpage fiscalité des entreprises, fiscalité des particuliers parce qu'il nous a semblé que c'était le plus clair. Alors, pour présenter cette question difficile, et on a beaucoup de choses à dire, hein, je vais essayer d'aller assez vite, et je vais traiter successivement de deux questions, hein, les travaux sur construction existante et l'imposition des revenus,
Et puis, dans un second temps, les travaux sur construction existante et l'imposition du patrimoine. Je détaille un petit peu dans une autre diapositive ce que je vais vous développer rapidement. Au titre de l'imposition des revenus, j'évoquerai la question des réductions d'impôts, et puis j'aborderai ensuite le problème des revenus fonciers. Et s'agissant de l'imposition du patrimoine, je traiterai des travaux sur construction existante dans l'imposition des plus-values immobilières. Et puis, je dirai quelques mots pour terminer sur l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Donc, un petit tour d'horizon de la fiscalité des particuliers. Et on va voir qu'on retrouve les travaux sur construction existante dans beaucoup de situations. Il y a beaucoup d'éléments qui permettront voilà, de faire une révision générale de ces questions fiscales assez rapidement. Alors, je commence par ce premier point, donc l'imposition des revenus et la question des réductions d'impôts. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, ça a été dit précédemment, je crois que c'était Élise qui l'avait dit, les pouvoirs publics encouragent la réalisation de travaux dans les constructions existantes pour différents motifs, des motifs urbanistiques, des motifs environnementaux, des motifs patrimoniaux, beaucoup de motifs d'intérêt général, disons, peuvent être pris en compte. Et cette préoccupation des pouvoirs publics se traduit dans l'existence de réductions d'impôts, dont certaines sont directement liées à la réalisation de travaux sur les constructions existantes, c'est-à-dire qu'on est au cœur de notre problématique. Alors peut-être la plus remarquable, c'est la réduction d'impôt Malraux, qui permet donc dans certains périmètres, les anciens secteurs sauvegardés, qu'on appelle depuis 2016, je crois, les sites patrimoniaux remarquables. Donc, ça permet à des propriétaires d'immeubles qui les donnent en location d'obtenir une réduction d'impôt au titre des travaux qu'ils réalisent pour finalement sauvegarder ces éléments de patrimoine architecturaux remarquables. Alors, je ne vais pas détailler ce régime qui est complexe. Je vous renvoie à l'article 199 ter bicies qui détaille ce régime. Puis, s'il y a des questions, je pourrais éventuellement y revenir. Simplement, l'idée générale, c'est quoi? C'est que dans ces sites patrimoniaux remarquables, ou dans ces quartiers anciens dégradés, eh bien, un propriétaire qui réalise certains travaux qui sont réalisés sous le contrôle de l'autorité publique peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu qui est de 30% du montant des dépenses, retenu dans la limite d'un plafond de 400 000 € apprécié sur 4 ans. À noter que cette réduction d'impôt est une des rares réductions d'impôt qui n'est pas prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux. Donc, on peut en bénéficier au-delà aujourd'hui de 10 000 € par contribuable. Voilà. Alors, cette réduction d'impôt qui est vraiment dédiée finalement pour des motifs patrimoniaux, disons, à des travaux sur construction existante ancienne, on va dire, existe aussi sous d'autres formes. Alors, je cite pour mémoire la réduction d'impôt Pinel et de Normandie. Alors, Pinel, c'est plutôt pour l'investissement dans l'investissement locatif neuf, mais il faut savoir que ça a été étendu à des cas différents, c'est-à-dire la transformation, par exemple. Le Pinel est applicable en cas de transformation de locaux professionnels en locaux d'habitation, si les autres conditions sont remplies, ou en cas d'amélioration de logements vétustes qui seraient remis à neuf dans certaines zones du territoire. Le régime de Normandie, lui, est très voisin du régime Pinel. C'est là aussi une réduction d'impôt qui, elle, est dédiée à l'investissement locatif ancien et suppose, là encore, soit des travaux d'amélioration dans les logements, soit la transformation de locaux professionnels en logements. Alors, ces deux mécanismes sont très proches. Ils figurent d'ailleurs dans le même dispositif légal. C'est l'article 199 novo vicies. Je vous renvoie à la lecture de ces dispositions. Mais l'idée générale, c'est que le propriétaire qui affecte
l'immeuble acheté ou transformé ou amélioré à la location a droit à une réduction d'impôt qui est en fonction de la durée du bail, qui peut aller jusqu'à 21%, qui peut aller jusqu'à 21% pour un engagement de location de 12 ans et qui porte sur un maximum de 300 000 euros, sachant que ça s'applique dans certaines zones du territoire, je ne détaille pas ces points, et c'est subordonné également à des revenus du locataire et au loyer pratiqué, qui doit être relativement modéré. Voilà, donc tout ça est très contraignant, vous l'imaginez. Alors, je signale enfin une troisième réduction d'impôt. C'est une réduction d'impôt pour réhabilitation des résidences de tourisme, qui est en voie d'extinction. Elle n'a pas été reconduite, donc elle peut continuer à s'appliquer pour des travaux qui auraient été engagés avant 2019. Mais a priori, pour les opérations actuelles, elle n'est plus applicable. Il existait aussi, j'en dis un mot, il existait aussi un crédit d'impôt, le crédit d'impôt pour la transformation énergétique, qui visait finalement à améliorer l'isolation des logements, disons leurs caractéristiques, on va dire, environnementales. Voilà. Alors, ce crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui était là aussi au cœur de notre problématique, eh bien, vous le savez peut-être, n'existe plus. Depuis le 1er janvier 2021, ce crédit d'impôt sur le revenu a été remplacé par une prime gouvernementale qui est destinée principalement à assainir un peu le secteur qui était un petit peu parasité par des opérateurs, on va dire, qui n'étaient pas toujours d'un professionnalisme qu'on pouvait attendre. Voilà. Alors, j'en viens au deuxième point. J'en dis pas davantage. Il y a des questions sur ces réductions d'impôts et je pourrais éventuellement y répondre. J'en viens à la problématique des travaux sur les constructions existantes et les revenus fonciers. Alors ici, on a trois points de contact importants. Des travaux peuvent influer sur les recettes imposables, ce qui est peut-être a priori surprenant. Peut influer, c'est plus logique peut-être, sur les dépenses déductibles. Et enfin, sur les déficits fonciers, la comparaison de ces recettes et des dépenses et les déficits fonciers qui peuvent en résulter. Alors d'abord, commençons par la problématique des recettes imposables. En quoi des travaux peuvent influer sur des recettes imposables? Eh bien, il s'agit essentiellement de deux cas. Il y a un premier cas, c'est le cas de subvention pour travaux. Un propriétaire bailleur qui donne un immeuble en location peut recevoir des subventions publiques, notamment pour améliorer ces logements. Eh bien, ces subventions participent à la formation du revenu brut imposable, dans la mesure, en tout cas, où ces subventions financent des dépenses qui seront déductibles lorsque les travaux subventionnés seront réalisés. Donc, premier point, les subventions pour travaux peuvent être des recettes imposables. Le deuxième point de contact des travaux avec les recettes, c'est des travaux qui sont réalisés par le locataire, et finalement pour le compte du propriétaire. C'est-à-dire que finalement, le locataire se substitue au propriétaire pour réaliser des travaux qui devraient normalement incomber au propriétaire. Et dans ce cas-là, les travaux réalisés par le locataire forment le revenu du propriétaire. Voilà, c'est l'expression d'une règle générale de la fiscalité, article 13, paragraphe 1 du Code général des impôts, selon lequel le revenu imposable comprend les avantages en nature que retire le contribuable. Alors, je n'en dis pas davantage sur ce sujet, sauf à préciser un cas particulier, c'est le cas du bail à réhabilitation. Le bail à réhabilitation qui fait l'objet de dispositions particulières, article 33 quinquies du Code général des impôts. Le bail à réhabilitation permet donc à un bailleur de conclure avec un preneur un contrat, et le preneur s'engage à réaliser des travaux d'amélioration dans des locaux à usage d'habitation. Eh bien, alors c'est pour favoriser
le développement du logement social, hein, tout ça. Eh bien, dans le cas du bail à réhabilitation, en cours de bail, c'est un régime de droit commun qui s'applique, mais en fin de bail, eh bien, les travaux réalisés par le preneur vont bénéficier au bailleur, et la question se pose de savoir s'ils sont ou pas imposables, hein, un peu comme d'ailleurs dans le bail à construction, hein, où la même problématique se pose. Eh bien, dans le bail à réhabilitation, retenons que la loi prévoit l'exonération des travaux réalisés par le preneur qui reviennent au bailleur en fin de bail lorsqu'il s'agit de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. En revanche, les travaux d'amélioration devraient être imposés, même si en pratique, sans doute, il est difficile de les imposer distinctement. C'est ce qu'indique d'ailleurs la doctrine administrative. Voilà pour ce premier point, donc des recettes imposables. Deuxième point, le problème des dépenses déductibles. Alors évidemment, là, ça appelle, c'est à peine nécessaire de le signaler. Naturellement, des dépenses de travaux peuvent affecter les revenus fonciers d'un propriétaire, hein. Et on le sait, pour les revenus fonciers, sont déductibles pour la détermination des revenus nets les dépenses d'entretien et de réparation, et non pas les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, qui, elles, ne peuvent pas être prises en compte. Donc, pour les revenus fonciers, c'est les dépenses d'entretien et de réparation qui, seules, sont déductibles, avec un cas particulier pour les logements, hein, qui sont les dépenses d'amélioration. Donc, si je prends le cas du logement, qui est peut-être le cas le plus général, le bailleur peut déduire de son revenu imposable donc les dépenses d'entretien et de réparation, ainsi que les dépenses d'amélioration. Que dire ici, hein, que dire ici, c'est que, bon, essentiellement, hein, une problématique peut-être qui, hein, c'est la période, hein, à quelle époque doivent avoir été faits les travaux pour être réalisés, pour être déduits, faut-il avoir des revenus imposables, hein, ou pas, est-ce qu'on peut prendre en compte le travail personnel, hein, du contribuable, voilà, des problématiques comme ça. Alors, pour ce qui est prenons le premier cas, est-ce qu'on peut déduire des dépenses d'entretien et de réparation qu'on aurait réalisées soi-même, hein? Est-ce que le bailleur qui serait un bricoleur du dimanche pourrait réaliser des travaux qu'il déduirait sur le plan fiscal? Alors, sur ce point, c'est un peu différent de la solution en matière de plus-value, on y reviendra. En matière de revenus fonciers, il est admis que l'on déduise, hein, le coût des travaux réalisés soi-même, mais la déduction est limitée au coût d'achat, au prix d'achat des matériaux. Et on ne peut pas prendre en compte le travail personnel du contribuable. La valeur du travail n'est pas déductible, seul le prix d'achat des matériaux peut être pris en compte. Deuxième idée, on ne peut prendre en compte que les dépenses qui ont été payées au cours de l'année, hein, même si elles se rapportent à des travaux réalisés au cours d'une année précédente ou qui ne seront réalisés que l'année suivante, hein. Ce n'est pas donc la période de réalisation, hein, des travaux qui est le critère de rattachement, mais le moment du paiement des dépenses. C'est une règle habituelle des revenus fonciers. Et puis, il y a un cas particulier, hein, qui est le cas, je ne développerai pas, hein, mais c'est le cas de la vente d'immeubles à rénover, hein. Il y a quelques difficultés sur la vente d'immeubles à rénover, en particulier la jurisprudence d'une cour administrative d'appel est venue un peu semer le trouble. Dans la vente d'immeubles à rénover, là, la question se pose du régime fiscal des travaux, hein, qui sont réalisés par le vendeur, hein, au profit de l'acheteur, et qui sont payés par l'acheteur. Alors, sont-ils, hein, supposons que l'acheteur de l'immeuble qui a fait l'objet d'une vente à rénover le donne en location, est-ce qu'il peut déduire de ses revenus fonciers le coût des travaux qu'il a finalement remboursé au vendeur? Alors, a priori, la doctrine de l'administration est très claire, hein, a priori c'est non. Hein, les dépenses de travaux dans la vente d'immeubles à rénover sont un élément une dépense en capital, un élément du coût de revient de l'immeuble, donc ça ne peut pas venir en déduction, hein, au titre des revenus fonciers. Il y a néanmoins une cour administrative d'appel qui a jugé l'inverse. Je pense que cet arrêt, hein, c'est un arrêt
C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 2017, mais cet arrêt, a priori, ne mériterait pas d'être confirmé. Il ne sera probablement pas confirmé, il ne faut pas trop s'inquiéter, je crois, de cette arrêt. 2 mots sur le problème des déficits fonciers. Alors, naturellement, les travaux peuvent générer des déficits fonciers qui s'imputent dans les conditions de droit commun, mais il y a 2 régimes particuliers. J'en dis 2 mots rapides. D'abord, il y a le cas de l'immeuble dont la propriété est démembrée. Quand un immeuble, dans la propriété d'un immeuble est démembré, bien, certaines réparations, les grosses réparations, incombent au nu propriétaire, au plan du droit civil, alors que ce nu propriétaire ne dispose pas de revenus tirés du bien lorsqu'il est donné en location. Alors comment s'articule le droit civil et le droit fiscal? Eh bien, retenons que la doctrine administrative admet que lorsque des grosses réparations sont supportées par un nu propriétaire au titre d'un immeuble donné en location, eh bien, soit il a par ailleurs des revenus fonciers, auquel cas il imputera ses dépenses sur ses autres revenus, soit, deuxième cas, il n'a pas lui-même de revenus fonciers, il n'a pas de titulaire de revenus fonciers, auquel cas il sera en droit d'imputer un déficit foncier un peu fictif, puisqu'en l'absence de revenus fonciers, il ne devrait pas y avoir de déficit foncier, mais la doctrine admet qu'il puisse néanmoins imputer un déficit foncier un peu théorique sur son revenu global dans les conditions du droit commun. Il existe enfin, en matière de déficit foncier, un régime particulier pour les immeubles historiques. On retrouve ici la loi Malraux de 62, avec une exception finalement. Je passe sur beaucoup de détails, mais pour les immeubles classés monuments historiques ou inscrits aux monuments historiques, voire pour des immeubles qui ont un label, reçu un label de la Fondation de France, de la Fondation du patrimoine, pardon, eh bien, il y aura une possibilité d'imputer plus largement les déficits fonciers sur le revenu global, voire d'avoir, dans certains cas, une charge déductible du revenu global dans des conditions tout à fait dérogatoires. Je vois que le temps passe, j'en viens à la question de l'imposition du patrimoine. L'imposition du patrimoine, en commençant par les plus-values immobilières. Alors, première idée, peut-être un peu étrange, c'est que les travaux sur construction existante peuvent être pris en compte au titre des exonérations des plus-values, c'est-à-dire peuvent participer d'une exonération des plus-values. Alors, il y a d'abord un premier cas qui est intéressant, c'est, certains connaissent peut-être ce régime, il y a une exonération sous condition de remploi de plus-value de cession d'un logement lorsque le prix de cession est remployé dans l'acquisition finalement de la résidence principale, ceci dans les 24 mois. Je passe sur beaucoup de détails. C'est un élément, un régime destiné à favoriser l'accession à la propriété. Eh bien, retenons que ce remploi qui doit avoir lieu dans les 24 mois peut porter sur l'acquisition d'une résidence principale, mais également le remploi peut être fait dans des travaux, dans cette résidence principale, travaux qui doivent revêtir le caractère de travaux d'amélioration, de travaux d'amélioration ou d'agrandissement ou de transformation, dit la doctrine administrative. Et donc, finalement, le remploi, ce n'est pas seulement l'acquisition de la résidence principale, mais également, ça peut être certains travaux, à condition qu'ils soient liés, si vous voulez, à ce financement de la résidence principale. Il y a d'autres exonérations qui sont liées à des travaux dans les constructions existantes. C'est le cas notamment des plus-values sur le gain de cession d'un droit de surélévation, lorsque l'acheteur de ce droit achève dans les 4 ans un logement. Et donc, la plus-value de cession du droit de surélévation, qui est égale en pratique au prix de cession de ce droit, sera exonérée sous certaines conditions. Et donc, on voit encore que des travaux peuvent conduire à une exonération. Alors, naturellement, c'est sur le montant des plus-values que peut-être il y a le plus d'incidence, puisque, en particulier, il y a une majoration du prix d'acquisition, ce qui diminue la plus-value pour travaux. Alors ici,
je vous mets l'article 150 VB grand 2, le prix d'acquisition est sur justificatif majoré, donc ce qui diminue la plus-value, des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, lorsque le contribuable cède un immeuble bâti plus de 5 ans après son acquisition et n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses, une majoration égale à 15% du prix de cession est pratiquée. Donc, vous connaissez sans doute ces règles. Donc, soit on prend en compte le montant réel des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, amélioration, à condition qu'elles aient été réalisées par une entreprise, soit on a ce forfait de 15%. Alors, je vous signale à ce propos 2 éléments de jurisprudence récents. La doctrine, d'abord, est assez sympathique. Dès lors que la condition afférente à la durée de détention est remplie, le cédant peut bénéficier du forfait de 15%, sans avoir à établir la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés ou son impossibilité à fournir le justificatif. En quelque sorte, le forfait de 15%, finalement, est de droit. Est de droit. Alors, un arrêt du Conseil d'État est venu semer un peu le trouble. C'est cet arrêt du 12 octobre 2018, dans lequel le Conseil d'État a refusé l'admission du pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'appel dans lequel finalement la Cour avait refusé le bénéfice du forfait à un contribuable au motif que la réalisation des travaux n'était pas établie. Et le commissaire du gouvernement Sitterman, dans cet arrêt, nous dit que la doctrine n'implique pas que le contribuable ait droit à la majoration dans le cas où il serait établi qu'il n'a réalisé aucun travail. Donc on voit qu'il y a quand même un petit décalage entre ce que dit la doctrine, semble-t-il, et puis la position du Conseil d'État. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de cet arrêt qui concernait finalement un immeuble qui était voué à la démolition. Effectivement, la prise en compte de dépenses de travaux pour un immeuble bâti, pour la cession d'un immeuble bâti voué à la démolition, pose un problème un peu théorique. Je crois que on voit mal pourquoi on prend en compte des travaux si l'immeuble est voué à être entièrement démoli, ce qui était le cas en l'espèce. J'en viens pour la problématique pour conclure dans 2 minutes, sur l'imposition de la fortune immobilière. Alors, vous savez qu'on peut déduire les dettes en matière d'impôt sur la fortune immobilière, alors avec une distinction à faire, des dettes dues redevables, qui peuvent diminuer son assiette imposable à l'IFI, mais également des dettes sociales, c'est-à-dire des dettes de société dans laquelle le redevable détient des parts ou des actions, et les dettes sociales diminuent la valeur des titres, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte comme dette s'agissant des dettes dues redevables, eh bien, on peut exister des dettes qui se rapportent à des travaux sur construction existante, puisque dans la liste, aujourd'hui, dans la liste des dettes qui sont déductibles, eh bien, on a donc les dettes qui se rapportent à des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, entretien, réparation. Lorsque l'immeuble est loué, il faut démontrer que le locataire ne les a pas payés. Mais bon, dans les autres cas, on peut déduire toutes dépenses d'entretien et de réparation qui se rapportent à des immeubles imposables. Alors, il y a néanmoins des dettes qui ne sont pas déductibles. Alors, je dis en une phrase, je vois que Jean-Philippe signale que j'ai bientôt fini. Alors, voilà, rappelons-nous que certaines dettes ne sont pas déductibles. Il s'agit des dettes payées. Alors ça, c'est toujours un peu un problème en matière d'IFI. Une fois que la dette est payée, elle est éteinte par le paiement, et donc elle n'est plus déductible. Donc faites attention, si vous payez vos dettes, vous vous exposez davantage à l'IFI, finalement. Donc les dettes payées ne sont pas déductibles, de même que sans doute les dettes prescrites, même si la loi ne le dit plus expressément, et sans doute également les dettes litigieuses. Voilà, j'en ai fini, j'ai un peu dépassé mon temps, j'ai pris les organisateurs de m'en excuser, mais le sujet était très riche, et voilà, donc je voulais dire un certain nombre de choses. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie.